Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui les 2 numéros de la revue Poésie, fondée et dirigée par Michel Deguy, consacrée à l'Europe centrale, numéro 1, numéro 170 par ailleurs de cette revue déjà pluridécennale, et Europe centrale 2, dont vous pouvez apprécier les couvertures dues à Natacha Auenhammer et à Anne-Laure Guichard. Alors, avant toute chose, je vais donner la parole à Michel Deguy pour qu'il nous dise quelques mots sur ce projet Europe centrale dans la revue Poésie. Qu'on me permette, en saluant nos amis, de commencer par remercier Guillaume, le maître d'œuvre inlassable de ces 2 numéros, pour l'excellence de son travail de passeur polyglotte, savant et poétique des poèmes et des textes en ces 15 langues. Et bien sûr, la 44e année de notre revue Poésie, qui finira par être reconnue comme un trésor européen. L'Europe des 51 n'est pas l'Europe des 27. Sur le fond historique de l'Empire austro-hongrois, l'élément germano-magyar, disons, est le milieu du transfert que le virtuose traducteur polyglotte Guillaume nous propose et nous impose. La fin de l'Europe romantique, disons le Danube de Hölderlin, et la fin de l'Europe communiste ont cédé la place à cette Europe nationaliste, populiste, violente et lézardée par les antagonismes idéologiques et religieux. Autorisez-moi une allusion à l'Europe communiste où je voyageais très souvent, invité par les officiels parce que je n'étais pas communiste, mais Gallimard, et que j'appelle en souriant parfois l'Europe de Guillevic ou du Salami, quand à Budapest, par exemple, Chomliot, père et fils, vendaient leurs livres à dizaines de milliers d'exemplaires. C'était la Pologne d'Édouard Stachura, la Roumanie de Tsepeneag, banni par Ceausescu, et, oserais-je le dire au passage, de Ionesco à Paris, sans parler de la Russie de Vadim Kosovoï et de sa femme Irène, fille adoptive de Pasternak. Un très étrange milieu gris d'arrière-pensée, de guerre tiède dans les lettres, si j'ose dire, et de sous-ententes non cordiales en attendant la chute des murs. Si nous avions le temps, mais nous ne l'avons pas trop, je lirais Mureșan, Kirsten, poète allemand à cause de la RDA, Tsepeneag, Jon Pop, Petreu. Je choisis quelques lignes de Mladen Macedo, célébrant sa femme, Vishnia Macedo, qui donna sa vie pour la traduction. Et aussi parce que je me rappelle sa colère, la colère de Mladen, sa colère patriotique, au lendemain de l'indépendance de la Croatie, déserbisée, comme ma première lettre maladroite après l'événement, située encore Zagreb, en Yougoslavie. Alors je lis quelques vers de ce beau poème de Mladen Macedo qui sont dédiés à sa femme. Si je pars le premier, je soufflerai de loin sur ta braise tardive pour qu'elle ne s'éteigne pas trop vite. Si tu pars la première, je t'en prie, protège mes années de neige de ton cerveau de feu. Je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup Michel pour cette lecture et cette ouverture. Alors, il me revient de présenter maintenant le projet de ces 2 numéros consacrés à l'Europe centrale, ou plus exactement à l'Europe virgule centrale, puisque depuis un certain temps, j'ai remarqué que j'avais une certaine prédilection pour les virgules, ça date d'une trentaine d'années déjà, et je vais essayer de m'en défaire, mais de fait, elle a encore frappé, cette prédilection pour les virgules et leur sens. Alors là, évidemment, vous l'avez compris, c'est un jeu de mots,
mauvais comme presque tous les jeux de mots. Hein, l'idée étant intraduisible, j'espère aussi. En tout cas, en hongrois, ça ne me semble pas tout à fait traduisible. Un jeu de mots pour rappeler à quel point non seulement l'Europe est centrale, hein, l'Europe centrale, mais aussi, bien entendu, à quel point l'Europe centrale doit redevenir, enfin cette Europe du milieu, cette Europe médiane aussi, hein, doit revenir au centre de nos préoccupations d'Européens. Voilà, c'était un petit peu tout ce que j'ai lu dans cette virgule. Oui, on peut lire beaucoup de choses dans les virgules, presque autant que dans le marc de café. Et donc cette espèce de dialectique, si on peut dire, entre le centre et la périphérie, bien sûr, et entre une Europe miniature et une Europe à la mesure du continent, et en particulier de ce continent poétique. Alors pourquoi remettre au centre? D'ailleurs, est-ce que cette Europe centrale n'a jamais été au centre? Grande question que je ne trancherai pas, bien sûr. Mais pourquoi remettre au centre? Eh bien, pas tellement parce que la poésie serait une sorte de scrutin proportionnel, de représentation politique, démocratique et démographique. C'est pas si simple, hein, c'est pas une bijection, c'est pas une fonction où chaque x chaque f de x a un y. Enfin, je sais plus, ça remonte assez longtemps ma maîtrise des fonctions, mais plutôt pour corriger une anomalie. Une anomalie qui est une forme d'oubli actif probablement, hein, dans beaucoup de nos publications, Alors il y a beaucoup de maisons d'édition qui font un travail formidable, et on entendra tout à l'heure Brankica Radic nous parler du travail de l'OLAV. Mais de fait, j'ai constaté, j'ai fait des statistiques, c'est un peu pesant dans mon introduction au premier numéro, mais j'ai constaté que pour ce qui est de la poésie en tout cas, la poésie d'Europe centrale était très peu représentée, voilà, dans les collections, je dirais, canoniques de poésie qui existent aujourd'hui. Alors j'avais trouvé depuis peu 2 poètes sur 660 dans une de ces collections, et dans une autre collection, j'avais trouvé 0 poète de cette région. Bon, alors évidemment, après, on fait des pondérations, où est-ce qu'on met l'Autriche, où est-ce qu'on met l'Allemagne, etc. Mais en règle générale, il y a une sorte d'anomalie, une sorte d'oubli, ou peut-être de filtre qui nous échappe en réalité à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne nous rendons pas compte de ce qui nous manque, hein, par définition, parce que eh bien, nous ne le connaissons pas. Donc j'ai voulu, par ces numéros, grâce à l'accueil de Michel, de Guy et des membres de la revue Poésie, j'ai voulu un petit peu ouvrir ces portes. Voilà. Je ne suis pas le seul, bien entendu, hein. Il y a d'autres revues parfois qui font ça, il y a d'autres maisons d'édition, hein, bien sûr, mais il me semblait qu'on avait encore beaucoup de choses à découvrir dans cette Europe qui est si proche et en même temps si différente. C'est là un point qui est aussi, à mon avis, très intéressant dans cette poésie, c'est qu'elle nous est à la fois proche et différente, c'est à la fois le même et l'autre, si on peut dire, hein. Et donc, quand on lit ces poèmes, on a toujours, en tout cas c'est l'impression qu'ils me procurent le plus souvent, on a toujours une impression de se découvrir dans un autre, ou bien de découvrir l'altérité en soi. Voilà. Alors on peut dire que c'est quelque chose qu'on trouve partout, parce que l'humanité est probablement une, certainement même, mais enfin là il y a quand même des proximités de références culturelles qui sont très fortes et qui nous mettent en présence, je dirais, d'une bifurcation. Une bifurcation possible ou une bifurcation ratée, hein, ou ratée ou pas ratée, en tout cas différente, hein, un virage qu'on aurait pu prendre, que d'autres ont pris, que d'autres nous-mêmes ont pris. Et donc on se regarde dans une sorte de possible, hein, une potentialité dans cette poésie, dans cette littérature. Et ça, je trouve ce sentiment particulièrement excitant, hein, de jouer comme ça sur le même et l'autre à la fois. Voilà. Ce n'est donc pas un exotisme, en tout cas, ce n'est pas comme ça que, à titre personnel, je le ressens, hein, je le reçois, mais plutôt une excitation dialectique, on pourrait dire, entre le semblable et l'étrange. Voilà. Donc, c'était un petit peu l'idée de ce numéro, avec bien sûr toutes les précautions qui ne sont pas que des précautions d'usage, hein, qui sont des précautions de fond,
D'abord, la question des frontières, bien entendu, de l'Europe centrale, parce que malheureusement, on ne peut pas se cacher derrière une virgule. Il y a tout ce problème de frontières. Hein. Comment la définir au sens propre, hein. La finesse, ce sont justement les frontières. Quels en sont les confins? Je suis resté en un sens assez vague, hein, sur cette question, dans la mesure où, de toute façon, ce sont des questions qui n'ont pas de réponse, ou dont les réponses sont trop complexes, sont trop contestées, trop controversées à certains égards pour être tranchées comme ça, surtout en ce qui concerne la poésie. Donc j'ai plutôt ouvert au maximum. Et puis aussi, j'ai construit ces numéros en me reposant sur ce qui était possible, hein, sur des contacts que j'ai pu avoir, en utilisant, en exploitant parfois des limiers, hein, des têtes chercheuses, des passeurs, des passeuses professionnelles, hein, dont c'est l'activité incessante, quotidienne et valeureuse, et qui m'ont apporté en fait des propositions. Et un certain nombre de ces passeurs et passeuses sont ici aujourd'hui, hein, que ce soit Isabelle Macor, qui est à ma gauche, Brankica Radic, que j'ai cité tout à l'heure, ou Xavier Galmiche, ici. Chacun dans son domaine particulier, mais chacun ayant aussi, bien entendu, un regard sur ce qui constitue plus généralement le domaine de l'Europe, centrale. Justement, alors évidemment, une précaution d'usage, mais aussi une des autres questions qui se posent forcément quand on constitue de tels dossiers, si on peut dire, un tel ensemble, hein, c'est la question de l'ordonnancement et la question de la cohérence de cette région. Parce que je me suis en fait placé non pas dans la cohérence propre de la région elle-même, parce que d'abord elle m'échappe, et je pense qu'elle échappe à beaucoup de monde, et sa définition est sans cesse mobile, sans cesse contestée elle aussi. Et je me souviens d'un texte d'une écrivaine qui disait « ça commence où l'Est ?» Alors il y en avait qui disaient « ça commence au moment où on partage plus l'addition ». Hein, comme Go Dutch. Hein, voilà. Bon, alors, en fait, on ne partage pas l'addition en France non plus. Donc, est-ce que la France est un pays de l'Est? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un Est de la France qui ressemble déjà beaucoup à l'Europe centrale. Donc, en fait, c'est une géographie mobile, hein, qui est une sorte peut-être, je dirais, de dégradé, en fait, hein, évidemment, assez insensible. Donc, dès qu'on l'affiche, elle nous échappe, forcément. C'est un peu comme la définition de la poésie elle-même, hein, qui ne cesse évidemment de nous échapper au fur et à mesure de nos tentatives de la saisir. Et donc, je me suis appuyé sur des limiers. J'ai des explorateurs, des pionniers, des éclaireurs, voilà, je cherchais le terme, et en même temps, je n'ai pas voulu figer cette Europe-là, ni géographiquement, ni culturellement, au nom de 3 ou 4 grands axes qui nous permettraient de la définir, ou même 8 ou 9 ou 17 grands axes. Hein. Il m'a semblé qu'on pouvait tous, finalement, inventer, retrouver, découvrir, contester en nous-mêmes sans fin l'unité de cette Europe centrale, unité qui est en même temps, qui n'existe d'une certaine façon que en nous, dans notre oubli, dans notre occultation, dans le fait que dans ce que nous ne voyons pas, en fait, ce que nous ne recevons pas comme une unité, forme une unité. Voilà. Donc, et à l'intérieur de cette unité, il y a des contestations, il y a des rivalités, il y a des attributions, des captations, d'héritage, etc. Il y a de l'ignorance. Moi, j'étais souvent frappé du fait qu'au sein de cette région qui nous apparaît à nous comme unitaire de l'extérieur, du fond de notre ignorance et de nos œillères, d'une certaine façon, mais il y a beaucoup d'ignorance. On ne sait pas, à 20 km près, d'un côté à l'autre de la frontière, entre la Hongrie et la Slovaquie, par exemple, on ne sait pas des choses qui sont évidentes d'un côté ou de l'autre. On ne sait pas ce qu'est un Turul en Slovaquie, mais en Hongrie, on ne saura pas autre chose de tout aussi important, alors qu'à tel endroit de Slovaquie, par exemple, à Banská Štiavnica, il y a le lycée où Petőfi, le grand poète du 19e, national hongrois lui-même d'origine slovaque, a été élève. Enfin, il y a à la fois un enchevêtrement tout à fait impressionnant et en même temps une ignorance qui est là. Alors, voilà. Donc, on pourrait réfléchir aussi sur les causes de notre
propre ignorance, hein, essayer de comprendre pourquoi il y a une espèce d'angle mort. Je dirais que finalement, c'est quand même un peu un angle mort. Et pourquoi cet angle mort? Eh bien, je pense qu'il y a là aussi, il y aurait des milliers d'explications, hein, qui sont probablement... il est en tout cas trop long de détailler aujourd'hui, hein, mais probablement, en tout cas, l'un de ces angles morts me semble la prépondérance qu'a pris en France, hein, là je parle pour la France, le dialogue franco-allemand, ce qu'on appelle le dialogue franco-allemand, mais plus exactement avant le dialogue franco-allemand, je dirais l'agone franco-allemand, hein, la guerre franco-allemande finalement, hein, pour le dire sans détour, et dans cette guerre, la fascination pour l'adversaire. Donc la fascination pour le pays qui a rapporté la guerre de 70, la fameuse crise française, crise allemande de la pensée française, hein, pendant toutes ces années, la reconstitution des élites intellectuelles françaises autour de la germanistique et d'une germanistique philosophique qui s'intéresse à l'Allemagne et qui donc, par contre-coup, néglige, hein, l'autre pays germanique, et à travers l'Autriche, et cet autre pays germanique, finalement, il est étrange, il a l'air d'être une sorte de duplicata de l'Allemagne, donc on ne comprend pas très bien le sens, peut-être un duplicata aussi de la France, parce que c'est un pays catholique, avec des traditions finalement peut-être plus proches des nôtres au départ, et en même temps, il est à la fois le même, l'autre, et exponentiellement l'autre, avec ces nationalités. Ces nationalités qui nous apparaissent, hein, si je fais une sorte de mythologie de nos préjugés inconscients ou conscients, ils nous apparaissent comme une espèce de monde indescriptible, indéchiffrable, avec des langues étranges, des signes diacritiques qui viennent hérisser ces langues incompréhensibles, etc. Et donc finalement, on n'a aucun point de repère. On a très peu de points de repère. Et par conséquent, on a des filtres. Voilà, des filtres parce qu'on ne sait pas où ranger, d'une certaine façon, tout ça, où le mettre, où le placer. Et la poésie, bien entendu, malgré la puissance du verbe, la poésie ne peut pas, à elle-même, ne réussit pas sans une petite aide, peut-être d'une revue notamment, elle ne réussit peut-être pas à dépasser cette espèce d'état de fait ou de ces œillères finalement historiques. Alors il y a beaucoup d'autres facteurs, je ne veux pas les décliner ici, et je suis prêt à en discuter avec des gens qui savent, comme Xavier par exemple, Xavier Galmiche, mais évidemment il y a toute la période communiste, hein, qui évidemment, l'Europe est coupée en deux, n'a pas été très simple pour la communication, y compris de la poésie, entre ces deux parties, ces deux côtés, je dirais, peut-être pas de la virgule, hein, puisque ce sont deux côtés de l'Europe, tout simplement, dont nous parlons. Alors, en ce qui me concerne plus particulièrement, je me suis occupé de plus près de trois ensembles. Le domaine hongrois, le domaine, disons, germanophone, plutôt autrichien, et le domaine slovène, sachant qu'effectivement, j'ai proposé que ce grand désordre, hein, parce qu'il est trop tôt pour organiser ce désordre, hein, je crois que pour l'instant il faut ouvrir et voilà, et découvrir. Ce grand désordre, je l'ai classé en domaine parce que j'ai voulu faire un petit clin d'œil, on peut dire, à Valérie Larbaud, hein, les domaines français, domaine anglais, dans ce vice impuni la lecture. En même temps, dans domaine, il y a domination, donc c'est intéressant aussi de penser aux logiques de domination qu'il y a entre les deux parties de l'Europe, mais aussi entre l'Europe et le reste du monde, quand l'Europe est divisée. Hein. Divisée, elle est peut-être mieux régnée par les autres. Et voilà, donc moi je me suis beaucoup occupé bien sûr de tous les numéros, des deux numéros, mais de la Hongrie en particulier et de l'Autriche. Et je vais donc vous lire maintenant un poème, ou plutôt un morceau de poème, parce que c'est un poème très long, de István Kemény, hein, donc un poète hongrois contemporain, qui a un peu moins de 60 ans aujourd'hui, donc un jeune poète, qui a proposé un texte qui s'appelle Hypnothérapie, et qui me semble très intéressant d'abord dans sa structure, dans sa forme, parce que c'est un poème qui reprend la rhétorique de la thérapie, de l'hypnose,
avec son tutoiement, ou plutôt son vouvoiement en l'occurrence. Et c'est une façon qu'il a de renouveler le sujet lyrique, on pourrait dire. Hein, de non plus dire je, mais dire vous. Bon, c'est pas du Michel Butor, mais sous la forme de l'hypnose, et donc en un sens aussi de cette société des coachs, hein, qui est la nôtre aujourd'hui. Et en même temps, à travers ce procédé rhétorique, si on peut dire, ou poétique, hein, cette invention poétique, Camaigne nous parle de l'Europe centrale. Il nous parle des évolutions de l'Europe centrale. C'est un poème fleuve, hein, qui est très long, un poème Danube, non pas un Danube de la pensée. Et je vais donc vous épargner au plus exact une partie du poème et vous en lire une autre. Voilà, ça commence comme ça. Je vais lire juste le début et ensuite je sauterai vers d'autres passages. Hypnothérapie, István Kemény. Maintenant, vous êtes triste. Triste, triste. Vous sentez que vous n'avez encore jamais été gai. Mais vous ne pensez pas à la tristesse. Vous êtes seulement triste. Maintenant, vous êtes triste. Triste, triste, tellement. Vous vous abandonnez à la tristesse. Vous êtes triste. Pas infiniment, juste extrêmement. Vous pensez à votre âge. Vous êtes vieux. Plus vieux que votre âge. Vous êtes un moderne d'expérience. Vous êtes un monsieur du XVIIIe siècle. Vous aviez 2 ans quand, dans un appentis du domaine voisin, la machine à vapeur a fait ses premiers pas. Et 60 passés quand, une fois dans la rue, pendant votre promenade matinale coutumière, le petit Marx, 5 ans, dévora des yeux la natte que vos vieux ans avaient oubliée sur votre nuque. Vous êtes triste. Vous pensez à vos enfants, aux jeunes marxistes, qui maintenant se préparent, accumulent le savoir maintenant. Ils fixent stupéfaits l'époque où ils vivent. Ils savent que c'est un spectacle qu'ils voient, un mensonge, mais ils regardent tout, remarquent tout, discutent tout, l'ajustent à un système. Ils se préparent à l'action. Ce merveilleux rideau qui flotte ici devant nous, et qu'avec eux, vous aussi, vous fixez envoûté, et sur lequel est projetée, peinte, la pièce qui derrière lui se joue, à moins que derrière lui il n'y ait rien, car il est si abondamment plissé. C'est un rideau qui ondule de manière tellement mystérieuse. En un mot, la réalité, en dévoiler la vérité. Voilà à quoi eux se préparent. Ils sont appliqués et sévères, mais indulgents avec vous, car ils savent que vous êtes anachronique, mais aussi que vous êtes triste, et la tristesse n'est jamais totalement anachronique. Et vous leur êtes reconnaissant, et le fait que vous ressentiez que dévoiler ce rideau serait un travail aussi énorme que de mener le papillon à plus de discernement, cela, vous le préférez le taire, car les deux ne sont peut-être qu'une question de foi et de logistique, et car eux, de toute manière, savent bien, et avec précision, les milliards de dollars injectés et les centaines de milliers de morts violentes que coûteront ce dévoilement. Et même, ils sont aussi au clair, avec le fait que tantôt cette dépense peut être trompeuse, tantôt peuvent s'y trouver des données intentionnellement fallacieuses, tantôt un virus la travaille, un complot, et tantôt juste le chaos. Voilà donc un simple extrait de ce poème, et je vais maintenant passer la parole à Isabelle Macor, traductrice du polonais, et qui mais elle va nous en parler, en quelque sorte dirigé le dossier monté, le dossier polonais du numéro 170. Et je te passe la parole, Isabelle, n'oublie pas ton micro. Merci Guillaume. Pamięć operacyjna. Nie będę waszym przykładem. Siedzimy między wojnami i kroimy ser księżyca na czarnym talerzu. Składam się z obaw, a wy potrzebujecie ufności. Biorę na muszkę wahanie i żal, a wy celujecie w zachwyt i odwagę. Na stole bombonierka. Częstuje ich planetami ciała niebieskie w czekoladzie. W oddali przypływa nasza wspólna pamięć operacyjna. Gaśnie światełko słońca. Nie podnoś na nich głosu, ojczyzno. Daj im szansę. Mémoire opérationnelle. Je ne serai pas votre exemple. Nous sommes à table entre deux guerres
et coupons le fromage de la lune sur une assiette noire. Je suis faite de crainte et vous avez besoin de confiance. Je garde un œil sur l'hésitation et le regret, et vous visez l'émerveillement et l'audace. Sur la table, une bonbonnière. Je leur offre des planètes, corps bleus enrobés de chocolat. Au loin coule notre mémoire opérationnelle commune. La petite lumière du soleil s'éteint. N'élève pas la voix sur eux, ô ma patrie, donne-leur une chance. Donc j'ai participé à ce numéro 170 de la revue Poésie et j'ai donc proposé cinq poètes vivants, 5 poètes polonais vivants. C'était important, je pense, de souligner que c'était des poètes vivants, très contemporains. Et ici, je viens de lire un poème d'Ewa Lipska, extrait d'un recueil, du recueil Mémoire opérationnelle, qui d'ailleurs est paru récemment aux éditions Lanskin. Une éditrice qui a créé une collection de poésie avec un domaine polonais à partir de mes propositions. Donc ici, un petit peu pour rebondir sur ce qu'a dit Guillaume, c'est vrai que qu'il est rare et il est rare de publier de la poésie d'Europe centrale. C'est très difficile, en tout cas, de la faire connaître. D'intéresser les lecteurs à cette autre Europe qui est à la fois autre et puis pas autre du tout. J'ai donc rencontré une éditrice très curieuse de ce domaine qu'elle ignorait totalement et qui m'a fait confiance. Donc voilà, nous poursuivons notre travail et nous avons publié de nombreux poètes polonais contemporains, dont certains même sont très jeunes. Pour revenir à Ewa Lipska, elle fait partie, que j'avais d'ailleurs publiée il y a longtemps dans la revue Poésie numéro 62, où Michel de Guy, ici présent, avait été le premier, je dirais tout de même, à accueillir ces poèmes étranges, voilà, qui trouvaient difficilement leur place dans le paysage éditorial français. C'est vrai que c'est intéressant pour moi en tant aussi que chercheur d'essayer de comprendre pourquoi cette réception pose tant de problèmes. Alors, souvent, ce que l'on m'a objecté, c'était que voilà, cette poésie était narrative, que c'était pas vraiment de la poésie, ou alors qu'elle était, que c'était de la philosophie, qu'elle était trop ancrée dans l'histoire. Enfin, voilà, que ça n'était pas ce que le lecteur français avait l'habitude de reconnaître comme étant de la poésie. Je me suis dit donc alors le lecteur a envie de retrouver ce qu'il connaît déjà finalement, et donc il faudrait d'une façon ou d'une autre arriver à provoquer ce désir de l'autre, ce désir en tout cas de rencontrer quelque chose qui soit différent et qui propose un autre regard sur le monde. Mais cependant un regard particulier, enfin très très ancré dans notre patrimoine culturel européen et dans notre fond commun culturel. Ewa Lipska est la grande dame de la littérature polonaise contemporaine. Elle est née en 1945, donc juste à la fin de la guerre. Elle est de la génération donc d'après-guerre, mais juste d'après-guerre. Et sa poésie se caractérise par un ancrage très, très, très visible, très évident dans l'histoire. Et à la fois dans l'histoire, dans le passé, et puis dans le présent. C'est, je pense, peut-être l'un des poètes les plus, de façon la plus évidente, contestataire actuellement, à l'heure où la Pologne, après avoir traversé une période de liberté qui a donné beaucoup d'espoir, se retrouve à nouveau dans une période politiquement
moins intéressante. Comme dit Eva Lipska, notre pays en ce moment n'est pas un pays intéressant, mais c'est intéressant. C'est pourtant intéressant, même si la Pologne est devenue populiste, c'est intéressant. Et donc, elle tient compte de tout cela. Et ce qui est important aussi, ce qui est intéressant dans ce poème aussi, c'est qu'il reprend une thématique très développée chez Eva Lipska et d'ailleurs chez tous les poètes polonais. Je pense que c'est quelque chose, c'est une constante des poètes d'Europe centrale, en tout cas dits d'Europe centrale, c'est la question de la mémoire. Mais elle retravaille ces thématiques en s'intéressant aux nouveaux modes de fonctionnement de nos sociétés, par exemple au numérique, aux ordinateurs, aux nouveaux appareils, à la nouvelle façon de vivre, d'organiser notre vie, notre société, nos rapports, notre façon de communiquer aussi. Et puis, il y a toujours, bien sûr, cette pointe ironique, enfin l'humour, mais l'ironie assez mordante chez Lipska, n'est-ce pas? Et ce poème se termine sur, voilà, donne-leur une chance. Donc, on comprend bien l'allusion d'Eva Lipska. Il y a dans ce dossier que j'ai proposé, parce qu'il m'a été difficile de choisir seulement 5 poètes, puisque il y a tellement de poètes intéressants en Pologne actuellement qui méritent d'être publiés, et bon, dont certains ont été publiés dans la collection des éditions Lanskin, mais que je n'ai pas pu faire figurer dans ce numéro, comme Justyna Bargielska, qui est une féministe, mais dont le féminisme n'a rien à voir avec ce que l'on connaît ici comme littérature féministe. Ça aussi, voilà, je ne pourrais pas trop en parler ici puisqu'elle n'est pas dans ce numéro. Je vais parler de Ryszard Krynicki, qui est né en 1943 et dont l'œuvre est particulièrement ancrée dans l'histoire avec un grand H, et aussi dans son histoire à lui, dans son autobiographie, puisque les deux se recoupent et se retrouvent dans sa poésie. Il est né dans le camp de travailleurs polonais de Wimberg à Saint-Valentin dans une Autriche alors annexée par l'Allemagne. Et il a grandi à Gorzów Wielkopolski et suivi des études de lettres à l'université Adam Mickiewicz de Poznań. Donc très jeune, comme Eva Lipska, d'ailleurs, il s'est heurté à la censure et a participé à l'opposition démocratique. Ces deux poètes ont en commun d'avoir participé à la Nouvelle Vague, qui était un mouvement contestataire très, très important, mais je dirais pas seulement du point de vue idéologique, bien sûr. Hein, cette Nouvelle Vague, c'est un mouvement qui a cherché de nouvelles formes poétiques, de nouvelles formes d'expression, de nouvelles formes artistiques pour pouvoir contester la novlangue qui était imposée à l'époque et qui est à nouveau imposée de nos jours, mais il s'agit d'une autre novlangue. Enfin, c'est encore une novlangue. Voilà, donc ils ont tous les deux participé à la création de revues littéraires importantes. Voilà, et Krynicki, pour sa part, dirige une maison d'édition indépendante à Cracovie. Tous deux, d'ailleurs, sont de Cracovie. Et cette maison d'édition a publié Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Zagajewski, Julia Hartwig, les plus grands poètes polonais bien connus déjà dans le monde entier, ainsi que des poètes beaucoup plus jeunes, qui figurent dans ce numéro comme Krzysztof Siwczyk, Wojciech Bonowicz, Krystyna Dąbrowska, par exemple, que j'ai proposé ici. Krynicki est donc l'auteur d'une quinzaine de recueils et de traductions de Paul Celan, de Nelly Sachs et Bertolt Brecht. Bon, il est germanophone. Il a été particulièrement marqué par l'œuvre de Paul Celan.
Et cela aussi, et cette œuvre a influencé sa poésie et sa poétique, bien sûr. C'est notable quand on lit sa poésie. Un recueil de Krynicki est à paraître aux éditions Grège dans les jours qui viennent, dans ma traduction. Ici, je vais lire un poème qui m'a impressionnée, et qui fait partie de ce recueil qui va apparaître et qui s'intitule, le recueil s'intitule Kamień Szron, la pierre, le givre, et le poème que je vais lire s'intitule La pierre de Nowy Świat. Ici, je voudrais juste expliquer que Nowy Świat, c'est le nom d'un lieu, mais Nowy Świat, ça signifie le nouveau monde, voilà. Et en polonais, c'est important aussi de comprendre que le mot świat a la même racine étymologique que światło, c'est-à-dire la lumière. Donc le monde et la lumière, voilà, ont la même racine étymologique, ce qui pose pas mal de problèmes intéressants aux traducteurs. La pierre de Nowy Świat. C'est au moment seulement où je la retournais sur l'autre face qu'il s'avéra que ce lourd rond de grès qui ressemblait à la partie supérieure d'un moulin à main, une meule ou un couvercle de puits, avait été arraché à une vieille matseva. De l'inscription mutilée, on pouvait seulement deviner le prénom de la défunte. Brainer, Braunschwer, qu'elle était veuve et la date de sa mort. Dans la nuit, 4e jour, 8e jour du mois d'Élul de l'an 595 ou bien 598, d'après le petit compute, c'est-à-dire ou bien le 2 septembre 1835 ou bien le 29 août 1838, si je compte bien. La date exacte ne sera jamais déchiffrable, car à l'endroit de la lettre déterminante, se trouvant au centre du rond, un carré avait été découpé. Je trouvai cette pierre dans la cour envahie d'orties et de broussailles, peu après avoir acheté une maison délabrée dans le hameau de Nowy Świat, plus pour le nom prometteur que pour le lieu. Après la guerre, habitèrent ici des personnes déplacées d'outre-bouc comme moi, autrefois des Allemands, qui avaient laissé un lambeau décomposé d'un journal de 1936 dans le grenier et de nombreux flacons de médicaments brisés. Je ne demande pas quand et comment elle s'est trouvée ici, ni qui s'est livré à la barbarie. Je veux seulement la protéger d'une destruction plus avancée. Je lui cherche un abri plus durable que mes lettres fragiles. Je ne sais que faire. Dans quel mur l'emmurer, puisque dans le cimetière juif le plus proche des environs, dans une localité qui s'est appelée un jour Brodziec, plus tard Bratz et à présent autrement, dont elle provient certainement, il ne reste aucune trace et que personne ne peut même me dire où elle se trouvait. Je ne sais pas ce que j'ai le droit de faire et ce que je n'ai pas le droit. Je ne sais même pas si j'ai le droit d'être le gardien temporaire de la pierre tombale. Je ne sais pas à qui demander conseil et je ne sais pas si j'aurai le temps. Donc c'est un poème en prose qui évoque un événement, mais qui fait référence à des éléments de la culture juive. Donc il faut peut-être que j'explique qu'une matseva, c'est une pierre tombale de cimetière juif, et que le calendrier hébraïque est très différent, bien sûr, du calendrier chrétien. Donc le 4e jour, là il y a des blancs, donc on ne sait pas, mais le 4e jour, qui serait le 8e jour du mois d'Élul, c'est donc un mercredi, voilà, tout simplement. C'est un mercredi parce que le premier jour du calendrier de la semaine, c'est le dimanche, par exemple. Voilà. Et puis Richard Krynicki a fait le calcul pour les années, donc on sait que c'est ou bien
le 2 septembre 1835 ou bien le 29 août 1838. Enfin, il y a quand même une indétermination. On comprend dans ce poème, on retrouve un peu ce qu'a dit Guillaume, ce que tu as évoqué tout à l'heure, qu'on a du mal à déterminer. Bon, il y a eu des mouvements de population, il y a eu des déplacements de population, les noms des lieux ont changé au fur et à mesure que l'occupant était différent, parlait une autre langue. Donc les cultures se superposent. Il y a une sorte de palimpseste culturel et linguistique, et elles s'interpénètrent bien sûr également. Donc ce recueil est très particulier parce qu'il comporte des poèmes longs, enfin des poèmes en prose qui ont un caractère assez historique et narratif, et en même temps méditatif. Il y a une réflexion ici sur l'histoire et puis sur l'éthique, sur ce qu'il a le droit de faire. Il se retrouve gardien d'une pierre tombale. Et le poète s'interroge. Donc, Kamin Shron, La pierre, le givre, est un recueil ponctué d'interrogations, de questions que le poète se pose. Ces questions, parfois aussi, prennent la forme de tout petits poèmes très brefs, comme des haïkus. Ce qui m'a paru très intéressant aussi dans cette poésie, que je publie pour la première fois en français, c'est la qualité du silence que l'on peut y trouver. Et ça me paraît très, très, très important. Il y a aussi de nombreux poèmes qui concernent des voyages, et ce sont ces voyages à travers l'Europe. Et à chaque fois qu'un poème parle d'un autre pays, comme par exemple Cologne au loin, eh bien on parle de l'écriture, par exemple on parle de Paul Celan dans Cologne au loin. Je ne vais pas lire tous ces poèmes parce que ça va être très long. Il me reste 2 minutes, c'est ça? D'accord. Il me reste 2 minutes. Donc bon. Donc voilà, on reviendra. Voilà, je voulais juste dire qu'il évoque Paul Celan, il évoque Brecht, il évoque Borodsky aussi, il évoque Herbert. Voilà. Et puis j'aimerais bien tout de même juste lire un poème qui m'a amusée, parce qu'il y a de la poésie amusante aussi chez les poètes. Les poètes, ils ont le sens de la dérision. Et je trouve que c'est important. Un poème de Wojciech Bonowicz qui n'est pour l'instant pas connu en France, mais que je vais publier également, et qui est beaucoup plus jeune. Voilà. Monologue. Pourquoi devrais-tu être mon chef? Qu'est-ce que je t'ai donc fait? Tu m'as envoyé une lettre et je n'y ai pas répondu? Est-ce que j'ai enseigné aux enfants à agiter le poing sous le portrait de ton père? Ai-je jamais dessiné des moustaches à quiconque de ta famille? Ou c'est peut-être que je n'ai jamais été à l'armée? Merci beaucoup Isabelle. Superbe. Très drôle ce dernier poème. Oui, donc Isabelle a comme ça mis en place tout un dossier, on peut appeler ça un dossier du domaine polonais, avec 5 poètes contemporains vivants, comme elle vient de vous le dire. On a publié 2 autres poètes polonais, l'un dans ce numéro, l'autre dans l'autre. Grzegorz Kwiatkowski, qui est un jeune poète d'une trentaine d'années, peut-être 35 ans, très intéressant, traduit par Zbigniew Naliwajek. Et dans le 2e numéro, nous avons accueilli un encore plus jeune poète, Tomasz Bank, qui, lui, s'est inspiré des réactions, notamment par tweet, qu'il a vu en Pologne sur les sites internet, les réactions d'internautes, pour composer, réaction à l'incendie de Notre-Dame, pour composer une sorte de collage ironique, justement, notamment avec comme trame de fond, on le comprend, le complotisme qui peut se développer ici comme ailleurs, des 2 côtés de la virgule. Donc maintenant, je vais passer la parole à Xavier Galmiche, qui est professeur à la Sorbonne, spécialiste du tchèque, de la littérature tchèque et la langue tchèque, mais aussi de toute l'Europe centrale, et avec en particulier une prédilection pour le domaine tchèque et slovaque. Voilà.
Merci Guillaume. Oui, merci beaucoup parce que je suis content qu'il y ait un peu d'humour. Je me suis dit, oh là là, on a entendu qu'Emein, c'est triste, c'est triste. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire sur mes poètes tchèques? Car en fait, pour moi, l'Europe centrale, c'est un endroit où on s'amuse pas mal. Je traduis parfois la poésie. Je suis vraiment un traducteur intermittent. Mais une de mes petites spécialités, c'est que je suis spécialiste des ploucs. Je me suis beaucoup intéressé aux textes du 19e siècle qui mettent en scène les nationalités. Et les ploucs, c'est des gens qui vivent loin des centres, hein, qui ne comprennent pas le code culturel des capitales. Et en fait, très vite, et c'est en général la morale de ces comédies des années 1830-1840, qui sont toutes les mêmes en fait dans tous les pays, c'est que finalement la campagne, c'est partout. Hein, on est toujours loin des centres. C'est une réponse un peu à la question des confins. En fait, le confin est partout et le centre nulle part, pour paraphraser un certain philosophe. Mais effectivement, par ailleurs, une de mes premières, moi je suis tombé dans l'Europe centrale, dans la marmite assez tard. Hein. J'avais toute mon enfance, mon adolescence française, et puis j'ai découvert l'Europe centrale comme ça. Et une des premières rencontres, c'était une Polonaise qui m'avait envoyé voir le film de Wajda Sans anesthésie, un magnifique film. Et elle m'avait dit, je devais avoir 15 ans, 16 ans, je n'étais pas très dégourdi, et elle m'avait dit, c'est un film drastique. Et moi, je ne savais pas ce que c'était drastique. Et c'était beau ce mot. Et effectivement, j'ai regardé, et ce que je vous propose aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas très drôle, c'est de la poésie drastique. Donc j'ai eu le plaisir de contribuer à ce double numéro par un petit choix de deux poètes, une poétesse qui est déjà morte, et en fait c'est toujours un peu triste de traduire quelqu'un juste un peu trop tard. Elle est morte Viola Fischerova, elle est morte en 2010, et ma déjà longue expérience des textes me fait penser que pour parler aux gens, il vaut mieux le faire avant leur mort. Après, c'est possible, mais c'est plus compliqué. Et je le dis parce que j'ai choisi ce recueil qui s'appelle Předkonec en tchèque, donc que j'ai traduit par l'avant-fin, parce qu'aussi, j'en dis un petit mot, je me permets, j'ai traduit le recueil en entier, donc, dont le petit choix n'est qu'un échantillon, quand j'accompagnais ma mère qui était en EHPAD, et je l'accompagnais du mieux que je pouvais, mais effectivement très, très mal, et avec beaucoup de maladresse. Et j'ai toujours eu l'impression que le fait de traduire un poème chaque jour me permettait de compléter ce que je n'avais pas réussi à lui donner. Alors ce recueil, l'avant-fin, c'est effectivement une sorte de plongée dans l'atmosphère délicieuse des EHPAD et des fins de vie. Je dis quelques petites choses sur Viola Fischerova, qui est effectivement, ça fait partie de la grande cohorte des gens qui auraient dû être connus de leur vivant, qu'on a un peu raté. Et je le dis aussi en m'accusant pas mal. J'ai l'impression que j'ai passé ma carrière à rater des grands intellectuels et des grands auteurs. Pas tous, heureusement, mais quand même. Je cours un peu après ces mémoires qui s'effilochent. Et Viola était quelqu'un de... Alors, Peter Král, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, Peter Král, grand poète tchéco-français, on peut le dire, qui vient de mourir, l'appelle une poétesse minimaliste et subtile. Donc c'est de la poésie de dentelle, si vous voulez, avec une sorte de miniature. C'est pas du haïku vraiment, c'est une sorte de pointe sèche qui fait mal. Fischerova est intéressante aussi d'un point de vue d'histoire littéraire. Elle a fait partie de l'émigration, elle est partie après 68. Elle a eu donc une grande partie de son œuvre qui a été
publié dans l'émigration, qui était à la fois une sorte d'ostracisme, puisque pas diffusé dans des conditions normales, mais aussi de piédestal, hein, c'est-à-dire ce qui était publié, ce qui était inconnu, ce qui était publié en samizdat dans l'édition clandestine ou dans l'exil, avait cette espèce de statut intermédiaire. Moi, j'aime beaucoup la question des limbes. Je me pose beaucoup de questions sur ce qu'est un enfant qui n'est pas né. Hein, c'est ça la définition des limbes. C'est quoi le statut intermédiaire avant l'existence? On n'a pas tout à fait quitté le néant et on n'est pas encore tout à fait dans l'existant. Et je pense que ces textes qui étaient ceux de l'exil, c'était ça, c'était un statut de limbe. Voilà. Après, elle est rentrée en Tchécoslovaquie, qui est devenue la Tchéquie, et puis elle a fini sa carrière. Et donc, en particulier, par ce recueil, L'Avant-fin. Je vais en lire quelques-uns. Tu respires encore, mais déjà alien, corps inerte sur ton lit, dormant sans réveil. Où es-tu là-bas, d'où tu ne reviendras pas, la mort derrière la tête et dans les jambes, l'amour qui prie, à la porte aux vantaux étroits. Rends-le-moi, Seigneur, ou bien fais-le rentrer chez toi, puisqu'il ne peut pas ouvrir seul. Il l'aimait depuis ses 16 ans. Ils ont dansé leur vie dans un tunnel le long de la voie de chemin de fer, lui un ci-devant allemand de père, elle une ci-devant riche famille terrienne. Percluse de sclérose, il la conduit par la main, la hisse en selle, pousse son fauteuil roulant. Même quand ils dorment, il la tient pour qu'elle ne s'en aille pas. Et encore deux petits. Le vieux à l'agonie, sa femme a déjà remporté les pantoufles, a quelque chose à dire. L'infirmière, une enfant encore. Vous avez mal? Vous avez soif? Vous voulez qu'on vous change les draps? Les couches? Elle lui prend la main. Vous voulez dire merci? Le vieux ouvre la bouche. Et le tout dernier. Tant de croix et le Christ nulle part. Tant de corps crucifiés et pas l'ombre d'un prêtre. L'âme sur le bout de la langue et d'espoir, point. Alors, des modes d'adhésion à des formes de spiritualité qui sont à mi-chemin entre la religion, la pratique religieuse et une sorte de spiritualité individuelle. Et ça m'intéresse parce que je pense que si l'on considère la mosaïque centre-européenne, la question religieuse est quand même très, très diversement représentée. Bien sûr, c'est un pays où tout se ressemble un peu et on est toujours un peu dans le même et l'autre, mais parfois ça dissemble beaucoup. Et il y a des pays très religieux et des pays très peu religieux. Or, quand on parle des Tchèques, on dit toujours, c'est un peu un stéréotype journalistique, que c'est le pays le plus déchristianisé du monde. Or, depuis que je m'occupe de cette littérature, je tombe toujours sur des poètes métaphysiques. En particulier, j'ai beaucoup travaillé sur Vladimir Horlan, par exemple. Et donc, il me semble qu'il y a... et même Peter Král, qui n'était pas du tout un bigot, était assez d'accord avec cette idée d'une sorte d'appétence métaphysique
qui se donne comme mission de rompre avec les formes stéréotypées de la pratique, mais au contraire, un peu par compensation, d'explorer les alternatives. Et il me semble que Fischerova est représentative entre beaucoup de cette réexploration des voies intérieures, et qu'on en a un peu entendu quelque chose. Je vais vous parler maintenant du deuxième poète que j'ai inclus donc dans la revue. Il s'appelle Miloš Doležal, lui il est bien vivant. Il est alors encore plus, à mon avis, représentatif d'une littérature habitée par plutôt le souvenir d'une sorte de religiosité assez paysanne, assez affectueuse. Et c'est parfois un peu loin de quelques stéréotypes des Tchèques modernistes qui auraient rompu avec ces racines. Il me semble qu'au contraire, il y a une sorte de terreau, de substrat, à la fois un peu païen et un peu chrétien et un peu juif sur les bords, etc. Il me reste beaucoup de temps ou pas? Voilà. Alors je voudrais dire, avant de présenter ces textes, j'en profite pour rebondir sur la question qui a déjà été évoquée de pourquoi est-ce qu'on connaît si mal ce pays. Pour moi, c'est un grand pays, l'Europe centrale, hein, c'est le pays des petites différences. Hein, on est toujours un peu différents, voilà, et c'est agréable. Moi, j'ai aussi appris à vivre avec. De pratiquer cette espèce de semi-exotisme. On n'est jamais tout à fait chez soi. Et puis on retrouve un peu toutes les choses, toutes les mêmes choses un peu partout. Et cette ontologie kaléidoscopique de l'existence, par exemple, moi j'aime beaucoup les couettes pour dormir. Hein. Et bien la culture des couettes, elle est très différente en Europe centrale qu'en France. Et il y a en particulier des housses de couette très intéressantes, avec des trous au milieu, par exemple. On enfile la couette différemment. Et voilà. Et donc, alors, c'est une culture générale, la culture des couettes, mais c'est une culture assez différenciée, parce que les housses de couette sont très nombreuses. Il y a des couettes transylvaines en particulier, j'ai beaucoup pratiqué et beaucoup aimé. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai donc ce rapport-là, et je ne comprends pas très bien pourquoi on ne le connaît pas mieux, parce que je trouve que c'est quand même un semi-continent tellement délicieux, tellement drôle aussi, enfin on se sent bien, mais j'ai quand même un élément de réponse, parce que moi je m'occupe de ça depuis le siècle dernier. Et donc, j'ai vécu la période d'avant la chute du mur, j'ai vécu la période très faste des années 90, où vraiment, j'ai eu l'impression qu'on pouvait tout faire, et en fait, on aurait dû tout faire. J'aurais dû traduire Fischerova à l'époque, j'aurais dû faire le grand livre sur Prague à l'époque, etc. Puis je ne l'ai pas fait. Et puis, tous ces pays-là, presque tous ceux dont on parle, je crois, sont rentrés dans l'Union européenne. Et alors l'Europe centrale, ça a un peu un goût amer pour moi, car du jour où les derniers, ça a été en 2 vagues hein, l'adhésion, du jour où les derniers pays d'Europe centrale sont rentrés dans l'Union européenne, je l'ai senti dans mon squelette, l'intérêt ici a chuté, si j'ose dire, drastiquement. Et je l'ai vu en termes éditoriaux, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a cessé de me demander des services de traduction, des choses comme ça. Alors il y a quand même un constat un peu amer sur l'effet retour hein, de la nomenclature politique. Est-ce que c'est pas elle qui fait que qui sème l'indifférence, c'est-à-dire on est dans un rapport d'indifférenciation parce que nous sommes tous des pays membres. Voilà, alors c'est pas très sexy d'être un pays membre. Mais et voilà, donc on peut aussi ne pas avoir beaucoup d'intérêt pour un pays membre tiers. Je pense que c'est vraiment un ressort psychosocial de ce désintérêt.
je voulais dire autre chose d'intelligent que j'ai oublié. Donc je vais vous parler de Miloš Doležal, qui est un poète donc actif maintenant. Il est aussi rédacteur, essayiste, il est journaliste. Et je vous propose une petite lecture de quelques textes qui sont des textes plutôt narratifs, parce que j'aime bien aussi la poésie narrative. C'est des petites anecdotes un peu cruelles et un peu drôles aussi, avec les retours de mémoire qu'on a bien entendu. 2 minutes. Hein, ouais. La commune, c'est le titre du recueil, et je vais vous lire donc 3 textes qui sont peu courts. À la Sainte-Anne, vous allez voir, c'est la spiritualité alternative si on veut. Quand pour sa première messe, le jour de la Sainte-Anne, Evgen Petska, fraîchement ordonné prêtre, se décida de prêcher, il monta en chair revêtu des ornements sacerdotaux. L'église baroque, pleine à craquer, se tut, et même la foule des filles, et Evgen Petska, le doigt levé, commença « Je vois ». Mais alors il oublia tout son discours. Il essaya de nouveau « Je vois, je vois ». Il ne se souvenait de rien. Et de la foule silencieuse, son père se met à crier « Tu vois que dalle, alors descends !» Toute l'église était morte de rire. Holas, chauffeur de tram, de son état à la retraite, cassait la croûte, déballant sur sa charrette à brasse et hot dog. Tout en mangeant, il causait, racontait qu'à bord du tram numéro 1, il traversait tout Prague, empruntant même le pont Charles. Ce 10 mai 1939, sous la statue équestre de Saint-Václav, la carriole d'un officier allemand lui barra la route. Pour un peu, il se payait le cheval. L'Allemand se leva sur la carriole, comme dans un western, rattrapa Holas et, après la course, lui donna un coup de fouet en plein visage. Depuis lors, du coin du front jusqu'à l'arrondi du menton, Holas porte balafre, ou pour mieux dire sillon, façon de ne pas oublier son itinéraire passé. Et une dernière, sa façon à elle de fêter. Vartlova, la juive serveuse de son état, à l'auberge du village de Sniet. Quand les jours de fête patronale, elle remplissait les petits verres de gnôle jusqu'au-dessus du trait, elle tournait le dos et se les envoyait l'un après l'autre. C'était peut-être sa façon à elle de fêter le fait qu'à Majdanek, on avait renoncé à la faire entrer dans la chambre à gaz bondée. C'était, dit-on, la dernière fournée avant l'arrivée des Russes. Merci beaucoup Xavier pour cette présentation et ces belles lectures. Alors, si Brankica me laisse faire une petite pause avant de te donner la parole, je vais lire aussi un autre poème d'un autre István, Vörös, qui est un tout petit peu long, mais Vörös István, qui s'appelle Oïs et qui fait un peu écho à ce que vous avez dit. À la fois, il y a pas mal d'humour, ce ne sera pas trop long, t'inquiète pas, et en même temps, c'est une écriture du souvenir de 1956 en Hongrie, et c'est un écrivain très intéressant, un poète démocratique, si je puis dire. Voilà, vous verrez à la fin pourquoi je dis ça. Oïs. Qui 56 intéresse-t-il aujourd'hui, et quel en fut le legs? Un grand mensonge de famille, prétendant que mon grand-père ne faisait que passer par là à vélo, quand du mémorial soviétique, ils défirent l'étoile. Il vit qu'il n'y arrivait pas, donc il les aida, mais il ne savait pas, lui justement, de quoi il s'agissait. Au procès, il fut le seul à ne pas nier, le seul à être condamné, comme s'il avait suffi de nier pour être gracié. « Oh, Is !» criait-il aux autres. « Allez, pour que l'étoile descende, pour que la tyrannie tombe. Oh, Is, pour récupérer sa boutique. Oh, Is, pour récupérer sa vigne. Oh, Is, pour que le monde sorte de ses gonds. » Mais ils n'arrivèrent qu'à tirer l'URSS de quelques mètres plus à l'ouest. « Oh, Is, c'est ce que vous avez dit, monsieur Ferry ?» demandait jovial le geôlier avant de le cogner. « Oh, Is !» il le frappait au rythme de la liberté. « Oh, Is !» rien n'avait changé. « Oh, Is !» tout quand même changea, une nouvelle fois,
autrement qu'ils n'eussent pu même l'imaginer. L'étoile tomba, par dizaines en août, au-dessus de la vigne récupérée. Mais déjà plus besoin de vin. Ô Is, pas besoin de vin, pas besoin de 68, pas besoin de 89. Entends-tu? Tu es devenu un insurgé, dit ma grand-mère. Ô Is, et nous l'avons bien vite enterré, l'insurgé. Pas besoin de 2001, pas besoin de 2006, pas besoin de 2010. Mais alors besoin de quoi? Que personne ne nie ce qui s'est passé, ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Que le mouchard se présente et demande pardon. Nous ne pouvons savoir combien de torts il a causé, beaucoup, et ne pouvons savoir combien, par là, il s'en est causé à lui-même. Pardonnons donc, ô Is, voici la nouvelle statue de Staline, ô Is, la vieille serait déjà un monument historique. Elles s'échappent l'une de l'autre, se cachent l'une dans l'autre. Pendez les dénégateurs de leur passé, mais de sorte que leurs jambes touchent terre, et que cette terre soit faite de leurs actes passés. Voilà. À toi, Brankica, pour nous parler de poésie croate, s'il te plaît. Oui, d'abord un grand merci à Michel et à Guillaume d'avoir provoqué ce regard vers l'Europe centrale, avec toutes ces frontières que d'ailleurs tu dis très bien dans ton introduction, la question insoluble et très périlleuse des frontières fines. Je voulais profiter aussi de cette occasion pour faire un hommage à un grand traducteur, un barde de la traduction, un virtuose disparu il y a une dizaine de jours, Kolja Mičević, un traducteur serbe qui a traduit, je ne sais pas combien de livres il a publié, il a traduit la poésie française, des troubadours, du Moyen-Âge, Renaissance, classicisme, baroque. Je ne sais pas qui a échappé à sa plume, jusqu'à Paul Valéry. Il a publié les œuvres complètes, je pense, de Paul Valéry. Et c'était un passeur, puisqu'on a parlé des passeurs et des éclaireurs, qui a, ces dernières longues années, œuvré dans un festival de poésie de Sète, et qui a amené tous les ans des poètes de ce qu'on appelle maintenant des régions, de ce qui était autrefois la Yougoslavie. Et tous les ans, ces poètes de toutes ces anciennes républiques se retrouvaient, étaient traduits. Et Kolja va nous manquer en tant que grand passeur. Voilà. Je voulais aussi... donc moi, je vais introduire le domaine croate, puisqu'on parle des domaines. Et j'ai apporté les livres de la collection Domaine croate, poésie, des éditions de l'Olav, puisque Guillaume, il a fait un calcul chez les grands éditeurs de nombre ou de non-traduction des poètes de ces contrées. Donc l'Olav a réussi le pari, une vingtaine de poètes croates contemporains, des anciens tous les ans, de poètes, un ancien, un plus jeune. Et c'est une entreprise collective, on peut le dire, dont l'initiateur est l'éditeur Jean de Brain, et que nous dirigeons avec lui, avec Martina Kramer et Vanda Mikšić. Martina vit en France, Vanda est à Zagreb, et nous faisons un travail collectif, notamment la traduction collaborative, c'est-à-dire, je pense qu'avec Martina et Vanda, on ne peut plus traduire toute seule. Tout passe par ce cercle, par ce trio qui est élargi. Je vous raconterai un peu le principe du travail, mais ça nous permet quand même tous les ans de publier deux recueils de poésie grâce à l'aide du ministère de la Culture en Croatie, qui est nécessaire pour une petite et grande entreprise en même temps en France. En ce qui concerne nos traductions collaboratives, donc nous travaillons ensemble. Il y en a toujours une ou deux qui signent l'ouvrage. Il y en a une qui traduit, les autres qui font la relecture. Et ensuite, il y a une dernière relecture par un lecteur français qu'on
qu'on remercie les relecteurs qui font partie de notre équipe. Catherine Jackson, Catherine Bedarida, Guillaume Bopp, Guillaume Métayer également nous a aidés dans cette entreprise. Donc nos traductions sont vraiment fruits de notre réflexion commune et notre envie de transmettre. Nous avons, pour ces 2 numéros, traduit 5 poètes. Je vais vous lire d'abord Branko Čegec, dont le livre vient de sortir d'ailleurs aux éditions de l'OLAV, les poèmes de transition 1980-2020. C'est une anthologie depuis les débuts de son écriture. Branko, qui est un poète, auteur, éditeur engagé et qui, dans les années 80, notre histoire en Yougoslavie est un peu différente quand même que dans les autres pays de l'Est. Nous avons eu beaucoup de contacts avec d'autres, l'Europe, et plus loin aussi. Branko, notamment, il était rédacteur en chef d'une revue, d'ailleurs, qui a été financée par l'Union de la jeunesse socialiste yougoslave à l'époque. Et c'était la revue qui m'a ouvert sûrement vers le monde, vers la théorie littéraire, vers la poésie, vers le cinéma. C'est là que, pour la première fois, j'ai lu des textes de Baudrillard, de Derrida, que j'ai lu des poètes que je ne connaissais pas. Donc Branko, il était une des personnes qui a dirigé cette revue. Maintenant, il a une autre revue qui s'appelle Thème, et qui publie qui est une revue engagée, littéraire, mais engagée toujours. Il y a ce fond politique qu'on garde depuis les débuts de Quorum. Donc, Branko, que je trouve son poème. Le plus savoureux, c'est quand il n'y a plus de balles, et toi, tu décharges en rafale, et tu te convulses de rire, de chimère, de dysenterie. La roulette insulaire. L'histoire. Il faut la rincer avec un produit chimique puissant, la brosser vigoureusement avec une brosse métallique, sinon de l'acide chlorhydrique. Tout péché sera ainsi effacé. Les maux et les travers que l'histoire parvient à nous imposer. Guerre, crime, misère, massacre et mutilation. Tout ce qui a été fait au nom de l'histoire, toutes les fois qu'elle était institutrice des hideux, des monstres, des tyrans, des terroristes et des petits criminels, des tueurs professionnels et des pyromanes. Seule et unique institutrice de l'injustice et de la mort. Et n'alibi sans date de péremption. Ainsi parlait-il pendant que la roulette tournait sur la crête de la journée, quelque part sur l'île, en pleine sieste. Tout autour, il y avait de nombreux monuments commémoratifs, témoins en pierre de l'histoire qui ne poussent aucun cri de beauté. Rien que la mort et les tombes, rien que l'illusion des victoires et les défaites, derrière lesquels s'alignent des champs de squelettes. Des cimetières insulaires rigoureusement délimités, les cimetières de 2 hameaux ne mélangeant pas leurs eaux, ne touchant pas à l'œuvre du dictateur, ne faisant que noter des noms et des mérites. Puis, une nouvelle rotation du barillet. Tir, petit nuage de poudre. Ensuite, le silence. Jusqu'à une prochaine occasion. Je ne peux nier que c'est simple. Je vous lirai en croate. Najslađe je kada nestane metaka, a ti raspališ rafalno i grčiš se od smijeha, sablasti, dizenterije. Rulet, otočki.
Povijest treba isprati moćnom kemikalijom, žestoko iščetkati žičanom četkom. Ako ne ide, solna kiselina. Izbrisat će tako svaki grijeh, zlo i naopako, koje nam povijest uspijeva nametnuti. Ratovi, zločini, bijede, masakri i sakaćenja. Sve što je učinjeno u ime povijesti. Svaki put kad je bila učiteljica. Učiteljica nakazama, učiteljica monstrumima, tiranima, teroristima i malim zločincima, plaćenim ubojicama i piromanima. Samo i jedino učiteljica nepravde i smrti, alibi bez roka trajnosti. Tako je govorio dok vrtio se rulet na krijesti dana negdje na otoku, usred sjeste. Okolo su stajala mnoga spomen obilježja, kameni svjedoci povijesti iz kojih ne izlazi ni jedan krik ljepote, samo smrt i grobovi, samo prividi i pobjeda i porazi, iza kojih se postrojavaju polja kostura, strogo omeđena točka groblja, groblja dvaju zaselaka, kosti ne miješaju, ne diraju posao diktatora, bilježe tek imena i zasluge, pa nova rotacija bubnja, pucanj, barutni oblačić, barutni oblačić, nakon toga tišina do nove prigode. Ne mogu reći da nije jednostavno. Ensuite, Olja Savičević-Ivančević, qui est une poète un peu plus jeune et qui a écrit ses premiers poèmes qui parlaient beaucoup de l'enfance, de souvenirs. Elle vient de la ville de Split, comme moi. Et ensuite, elle a écrit également des romans. Elle écrit pour les enfants. Son premier roman, traduit en français, vient de sortir. Et elle va venir, on espère, en juin à Montpellier pour le Festival de la littérature. Je vais vous lire un de ses poèmes qui est drôle, qui est léger, mais significatif, très, très parlant. Tu ne lis pas les femmes. Tu dis ne pas lire les femmes. Que pourrait-elle dire? Elles t'ont appris à parler, elles t'ont appris à marcher, elles t'ont appris à manger, elles t'ont appris à pisser, elles t'ont appris à faire l'amour. Effectivement, que pourrait-elle dire sur toi, par exemple, et sur ton expérience? Tous ces siècles n'en ont pas mis au monde une seule qui serait grande comme un grand écrivain à qui elle lavait les chaussettes. Tu dis ne pas lire les femmes. Les femmes t'ont appris à lire, à écrire, à vivre. Vraiment, mon gars, ce fut tout au plus un travail inutile. Un poème d'un tout à fait autre registre qui, vous allez comprendre, qui parle de la dernière guerre en Yougoslavie. Mama Safari. Certains vivent et meurent moins bien que leurs vaches. Lorsqu'on a amené les gens, les vaches mugissaient dans les champs jusqu'à ce qu'elles meurent. Quand je le raconte à des connaissances, ils se replient sur elles-mêmes comme si j'étais folle. Comment en parler lors des conférences? Pour les conférences, c'est un cas trop empirique. C'est un cas trop empirique même pour la poésie. Je me souviens d'un pré où je pleure car un petit chien me fait peur, d'un bois où je me perds et le chien me retrouve. Sur les photographies qu'on nous a portées, les ruines calcinées étaient recouvertes par l'herbe fraîche hirsute et l'oignon sauvage. Maman est à présent une étrangère. Elle part en excursion, faire un safari dans son propre pays. Là où nous partons toutes les deux en rent-a-car Gianni, y aurait-il des fleurs qui poussent de la vertèbre immature de l'oncle? Ou bien un tuteur à tomates sortirait-il de la bouche édentée de la grand-mère? Nous louerons un appartement dans la ville voisine, le jour où nous irons dans notre montagne. Nous planifions ce safari
depuis 20 ans, tous les printemps. Une autre poète croate, qui est aussi une étudiante en physique et qui a écrit quelques très beaux recueils de poésie qui étaient très primés en Croatie et dont on a traduit un recueil également aux éditions de l'Olave et qui choisit une thématique, qui fonctionne par thématique. Le recueil qui a été traduit, le fil, c'était la mémoire familiale, l'enfance, la campagne, la vie des paysans, etc. Et puis elle a écrit un recueil qui parle de la place de la femme dans la société, dans l'histoire, dans l'histoire de l'humanité. Je vais vous lire son poème, un poème très court. Apprivoisement. Possibles usages des verbes. Le parfait déforme des récipients en terre. Nous les gardons pour des parfums tendres. Le présent dans des sacs en plastique, pour la cohabitation. L'insomnie est un rituel sacré qui nous protège du monde. En fait, je me suis fait un pari de lire tous les poètes que nous avons traduits. J'avais du mal à en choisir un ou deux. Donc, je termine avec Dražen Katunarić. Dražen Katunarić, qui est un poète qui a publié énormément, qui a dirigé les revues, qui est un homme littéraire très actif. Nous n'avons pas encore son recueil de poésie, mais il est dans notre programme. Un jour, il a fait nuit. Un jour, il a fait nuit. Mon ombre portée sur la tombe où je serai enterré. Ce n'est pas moi, mais le soleil qui s'est placé exactement sous cet angle, entre deux lauriers, pour que l'ombre recouvre la dalle et se faufile au-delà. Comme si une partie de moi s'était enfouie déjà dedans, dans la tombe. Comme si une partie de moi s'envolait vers les ombres, des pères, grands-pères et grand-mères et des arrière-grands-pères, capitaines au long cours, pour s'unir avec eux dans l'éternité. Le cœur se resserre toute une vie pour cet instant de vérité. Le cœur grossit et se raidit de peine devant le néant. Un jour, il a fait nuit. Mon ombre portée sur la tombe de cette ombre qui sera la nuit. Merci beaucoup, Brankica, pour cette découverte. Alors, nous arrivons quasiment à la fin de notre séance et je voulais simplement ajouter un mot pour dire que nous n'avons bien sûr pas pu parler de tous les poètes et tous les aspects de ces deux numéros, loin de là, hein, puisqu'il y a aussi deux ensembles de poésie roumaine, l'un à Dumitru Tsepeneag, l'autre à Linda Maria Barros, hein, qui proposent des ensembles très intéressants, à la fois de l'histoire d'ailleurs de la poésie roumaine, mais aussi des poèmes en grand nombre et des poètes très intéressants. Nous n'avons pas parlé de Pekic, qui est un écrivain des années un petit peu antérieures, mais en prose, et une analyse d'Alexandre Prestoyevitch très intéressante sur le postmoderne. C'est aussi peut-être quelque chose dont on aurait pu parler, hein, la question du postmoderne par rapport au décentrement de centre européen. Justement, est-ce que le lex-centrique n'a pas permis un développement du postmoderne beaucoup plus important, peut-être à certains égards qu'ici, je ne sais pas, c'est une hypothèse.
On n'a pas parlé du domaine bulgare, on n'a pas parlé du domaine yiddish, avec des traductions magnifiques de Rachel Hertel, qui a traduit Avrom Sutzkever, du domaine romani, etc. Voilà, des poètes autrichiens, de l'hommage à Coleridge, enfin le poème de Alfred Coleridge qui vient de disparaître également, l'hommage à Handke ou à Laurent de Gaspard, bref. Nous n'avons pas parlé de tout, mais nous espérons que vous suivrez peut-être nos émissions sur Internet pour l'instant, hein, parce que nous sommes encore un tout petit peu enfermés. Mais vous pouvez donc retrouver la revue Poésie sur le portail Kern. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la revue Poésie, ce qui permet ce genre d'opération, hein, ce genre de revue, justement, hein, de passage en revue de ce que nous ne connaissons pas. Hein. Voilà, c'est à ça aussi que servent les revues et je crois qu'il est important de les soutenir. Voilà, un dernier mot peut-être, Michel. Non, je vous remercie infiniment. Ça m'a extraordinairement intéressé. Et comme je suis extrêmement vieux, je me rappelais au passage Peter Kral, avec qui j'ai vécu, on peut dire 35 ans, ou bien, etc., etc. Mais je vous remercie énormément. Je crois que c'est 2 très beaux numéros et qui vont compter. Merci beaucoup. Moi aussi, je voudrais dire que ce sont deux numéros très, très riches où j'ai découvert Viola Fischerova, notamment, voilà, les poètes polonais que je ne connaissais pas. À mon chevet, il y a Zagajewski, toujours. Un autre grand poète qui n'est pas là-dedans, qui est slovène, Šalamun. Mais, on a publié dans un autre numéro. Dans un autre, oui, tout à fait. Mais j'ai découvert non seulement les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, le poète romani, effectivement, mais aussi l'analyse de Daniel Baric sur les 2 poètes de Split que j'aime beaucoup, mais cette analyse est magnifique. Le texte sur Borislav Pekic aussi, qui est très beau. Et surtout, la grande découverte, Nafia Sarajlić, que je ne connaissais que je ne connaissais pas du tout. Donc, en fait, c'était la découverte de tous ces... De toute façon, la poésie tchèque, polonaise, n'est pas, enfin, moi, je la lis, à la différence, peut-être, bon, des lecteurs français. Mais j'ai découvert aussi des noms chez moi. Enfin, oui, ce que c'est chez moi, oui. Ce que je peux appeler chez moi. Donc, c'est une grande découverte. Voilà. Oui, en effet... Philippe Gelé, aussi de la Sorbonne Université, hein, a traduit pour nous, avec ses étudiants, des nouvelles de Nafia Sarajlić, qui sont des nouvelles qui ont à peu près un siècle, par la première plume bosniaque musulmane, hein, et qui jettent un regard assez ironique sur un regain religieux en son temps. Donc c'était aussi quelque chose dont on est content d'avoir publié, parce que on a publié des poèmes contemporains, des auteurs contemporains, pas que des poèmes, hein, mais aussi, on a comblé aussi quelques lacunes plus anciennes. En tout cas, on a essayé d'ouvrir la revue, qui était déjà d'ailleurs, hein, à cette région. Et on est de la revue, hein, c'est le cas de le dire, parce qu'il ne s'agit pas bien sûr de créer 2 numéros centre-européens et ensuite de s'arrêter, mais on continue, selon le mot de Michel. Voilà. Merci à toutes et à tous, et à bientôt, j'espère. Merci.